Bonjour à tous. Alors je me présente, je m'appelle Christophe Tillemand, je suis maître de conférence à Clermont-Ferrand. Donc je suis rattaché à Clermont-Auvergne-INP dans une école d'ingénieurs en informatique qui s'appelle l'ISIMA. Et je suis rattaché à un laboratoire de recherche qui s'appelle l'Institut Pascal. Donc le retour que je vais vous faire aujourd'hui, c'est plutôt un praticien de l'enseignement supérieur. C'est pas du tout mes expertises de recherche dont je vais vous parler, mais plutôt, alors déjà en termes de mes activités de recherche, en 2012, il s'était passé pas mal de choses avec la révolution de l'IA sur les notions de traitement d'image, puisque ce sont mes thématiques. Mais depuis quelques années, comme vous, ça bouleverse un peu notre cadre pédagogique. Alors, ce qui est intéressant quand on passe dernier, c'est qu'il faut que je gère le temps, que je fasse pas trop de redites avec les 3 premiers conférenciers, mais c'est pas très grave, on va y arriver. Il va y avoir une belle transition, puisque moi, je vais essayer de vous parler de réflexions qu'on mène, nous, sur comment essayer de remettre la main sur les IA. Ces choses-là n'ont pas été peu abordées ce matin, mais quel outil utiliser? Et on va essayer d'éclaircir ce point. Donc je vais parler un peu de souveraineté, ça a été noté. Je vais parler aussi, il y a un cadre assez fort en Europe. Il n'y a pas du zéro contrôle. Il y a quand même des choses qui s'impactent, et surtout sur nos activités d'enseignement. Et je parlerai aussi de notions énergétiques. L'idée, c'est de vous donner des éléments de réflexion pour faire des choix éclairés sur les outils qu'on pourrait mettre en place. Je ne reviendrai pas non plus sur les aspects pédagogiques, puisque ça a été abordé juste avant, mais c'est des réflexions qu'on mène également. Comment déployer de façon maîtrisée et de façon pédagogique les outils auprès de nos étudiants. Alors, comme j'aime bien les challenges et que j'ai vu que Thierry abordait la matinée, je me suis dit, tiens, je vais commencer par de la philo, et je n'y connais que dalle. Donc, j'aime bien me mettre en danger. Alors, je vais être honnête avec vous. J'ai assisté à une présentation il y a quelques semaines d'un chercheur en sciences de l'éducation qui est aussi philosophe, qui est Richard Emmanuel Hist, qui travaille en Suisse et qui se posait la question de l'esprit critique. Alors moi, une de mes réflexions personnelles, c'est dans les chartes qu'on a d'IA, nos établissements. On a toujours ce bouclier, à savoir, c'est pas grave, il y a l'esprit critique, il y a le regard critique. Moi, en tant que simple enseignant, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'est enseigné où? C'est en L1? C'est où? J'en ai aucune idée. Et donc, Richard Emmanuel s'était appuyé sur 2 travaux. Un philosophe, Alain, qui explique que penser, c'est dire non. L'esprit critique, pour lui, ce n'est pas un esprit de défiance totale, mais ce n'est pas mettre en défiance le résultat d'une information, d'une IAG, mais plutôt de remettre en cause ses propres certitudes. J'ai trouvé ça assez inspirant et assez intéressant. Donc vous pouvez lire dans des magnifiques livres, puisque vous avez beaucoup de choses à lire cet été. Et il avait complété ses propos par des propos d'une chercheuse en sciences cognitives de mémoire et également philosophe, Elana Pasquinini, qui, elle, avait une définition un peu plus opérationnelle, j'ai trouvé aussi intéressante, et qui complète un peu ce qui a été un petit peu dit, c'était de se calibrer, de se positionner entre un rejet ultime, par exemple des IA, ou une adaptation aveugle. On va dire adaptation aveugle, peut-être nos étudiants, une certaine classe de nos étudiants, et un rejet ultime, peut-être certains de mes collègues. Je nomme personne ici, mais voilà, j'ai des collègues qui sont contre les IAG, mais je ne suis pas sûr que la question se pose parce qu'elle fait partie de l'écosystème de nos étudiants, quoi qu'il en est. Et si on ne met pas la main dessus, de toute façon, ils ont un petit smartphone dans la poche qu'on peut contrôler éventuellement dans nos établissements, mais qui va être dur de contrôler à l'extérieur. Alors, je vous propose 4 temps dans ma présentation. Revenir sur quelques notions, sur les modèles qu'on emploie de façon très classique. Alors les modèles SaaS, s'il y a des informaticiens dans la salle, c'est ce qu'on appelle des software as a service. C'est finalement les modèles grand public que vous utilisez sur le cloud. Et puis on va regarder un petit peu leurs avantages, parce qu'ils en ont, c'est pour ça qu'on les utilise. Mais il y a aussi des angles morts que je voudrais mettre en avant. Je vous propose ensuite un petit temps de recul, ça a été noté tout à l'heure, mais la notion de souveraineté. Voilà. On parle beaucoup de souveraineté numérique. On n'a pas le temps, mais je pourrais vous donner la parole. Est-ce que quelqu'un est capable de donner la définition de la souveraineté et de la souveraineté numérique?
Voilà. Donc c'est des questions que je me suis posées et je vais essayer de vous amener des éléments de réflexion. Derrière tout ça, il y a quand même un cadre, surtout en Europe, assez réglementaire. Le RGPD, le IA Act. Alors je ne sais pas si certains s'est plongé dans la notion de l'IA Act, ce règlement européen. Normalement, on est censé cartographier nos usages dans l'enseignement supérieur et il y a une petite date butoir, c'est le 2 août 2026. Voilà. J'en reparlerai tout à l'heure. Et puis quelques éléments sur l'impact énergétique et j'essaierai de terminer avec ma réflexion sur une espèce d'élément de grille de décision. Est-ce qu'on continue à travailler sur le cloud ou est-ce qu'on essaye d'utiliser des infrastructures locales, par exemple des initiatives que je renommerai tout à l'heure basées par exemple comme Ragaren. Donc si je reviens un petit peu sur ce modèle cloud, juste pour ceux qui ne le voient pas, mais quand vous faites une requête sur une IA grand public, je suis enseignant, il est 19h, il fait 39 degrés, et j'ai 30 retours formatifs à faire à des étudiants dans le cadre d'une ESAE, et c'est pour demain matin 8h. Bon, j'ai un compte gratuit ChatGPT depuis 2 ans, c'est pas grave, je mets ça dessus. Je mets un peu ma grille d'évaluation parce que je suis un bon enseignant. Je lui explique un petit peu ce que j'attends et il me donne ce résultat et je suis tout content. Alors, qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Bien entendu, quand j'ai fait cette demande, des informations sont sorties du périmètre de mon établissement. Ça a été noté tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le Shadow IT. Ou IA, à savoir les statistiques, moi je vous le fais très simple, c'est de 40 à 50% des gens de la fonction publique ou dans l'entreprise qui utilisent une IA externe à l'entreprise sans le dire à sa hiérarchie. C'est assez fort quand même comme statistique. Donc c'est des données qui sortent de notre périmètre d'action, qui vont aller dans de grands cas sur des data centers américains, irlandais. On parlera de règlements extraterritoriaux. Ça va sortir du cadre légal de notre continent. Et voilà, ça va poser quand même pas mal de problèmes. De plus, quelle est la connaissance ? Ça a déjà été abordé sur les modèles qu'on utilise, les bases d'apprentissage qui ont été employées. Alors, sur les géants du numérique, on a très peu d'informations, mais il existe aussi des modèles alors qu'ils soient soit à paramètres ouverts, soit open source. Il y a une différence entre les deux. Et pour ceux qui le souhaitent, donc moi cet après-midi, j'avais animé quelques ateliers pour vous montrer comment on peut déployer ça sur sa propre machine ou sur des serveurs de vos établissements. Alors bien entendu, je suis pas en train de dire que c'est pas bien ce qui se passe sur le cloud, puisque c'est un grand succès. Alors pourquoi c'est un grand succès ? Déjà la puissance elle est mutualisée. Donc il faut énormément de puissance pour faire tourner ce genre de choses, parce que, alors je ne sais pas si tout le monde enseigne dans des écoles d'ingénieurs, c'est ce qu'on forme auprès de nos étudiants, on doit designer des éléments pour des systèmes qui soient bien dimensionnés. Là on utilise des machines à gaz pour des fois simplement corriger un email. C'est comme aller acheter sa baguette de pain en semi-remorque. C'est exactement la même chose et vous achèterez votre baguette de pain, il n'y a aucun problème. Sauf que c'est mal dimensionné normalement. Pas de maintenance, voilà. Donc on utilise des outils, il n'y a rien à faire, tout se passe bien. La mise à jour elle est continue, les modèles sont upgradés, voilà. Dans peu de temps je vais aller acheter ma baguette de pain avec un Rafale, c'est cool. Le coût d'entrée il est nul, mon ChatGPT il est gratuit, ça me coûte 0. Copilot, je ne sais pas ce que vous utilisez à Toulouse dans le pack Microsoft, c'est quelques dizaines d'euros. C'est même plutôt tout le paquet qui coûte à peu près ça, ramené à un étudiant, il me semble. Donc ça coûte vraiment pas grand-chose. Donc pourquoi s'embêter ? Les angles morts sont les suivants. Dépendance aux fournisseurs. Imaginez que demain ces grands géants changent ou disparaissent, etc. Vous savez qu'on a des constantes de temps qui sont assez intéressantes. Si du jour au lendemain on change nos outils, notre temps d'adaptation peut être un petit peu long. L'opacité algorithmique, je ne vais pas revenir dessus, ça a déjà été abordé plus d'une fois. Les architectures, les données d'entraînement, derrière en découlent plein de choses, des biais, ça a été noté.
Les modèles qu'on utilise, plutôt anglo-saxons, utilisent des choses qui viennent de la langue anglaise. Vous avez aussi l'autre géant du numérique qui est chinois. C'est toujours super sympa de parler de géopolitique et d'histoire avec les IA chinoises. C'est toujours très marrant. La perte de maîtrise des données, quand vous faites des requêtes, quand vous mettez des pièces jointes, elles sont stockées où? Qui y accède? Combien de temps elles sont conservées? Voilà. Et puis l'exposition extraterritoriale, ça je vais vous en parler un petit peu, le Cloud Act américain, qui s'appuie, c'est un droit américain qui va au-delà des frontières américaines, sous certaines conditions, mais c'est en lien avec la surveillance des services, entre autres de renseignement américains. Donc si je reviens un petit peu sur la notion de souveraineté numérique, un petit peu de recul, alors je m'appuie sur la définition d'un juriste qui s'appelle Raymond Carré de Malberg, qui dans ses travaux, donc Contribution à la théorie générale de l'État, donc il y a 2 dates parce qu'il y a le tome 1, ça c'est pour votre mois de juillet en 2020, et le tome 2, 2022. Donc c'est des références du droit constitutionnel et qui expliquent ce qu'est la souveraineté. Alors attention, ce qui est à gauche, c'est la souveraineté d'un État. Qu'est-ce qu'un État ? C'est tout organisme qui a une indépendance. Donc aucune autorité extérieure ne s'impose à l'État, ni dans sa politique interne, ni dans sa politique externe. Donc par exemple, frapper sa monnaie, c'est de la politique interne, et ça c'est régalien. Normalement, personne ne doit pouvoir le faire si vous êtes un État souverain, par exemple. L'aspect normatif, c'est du rôle d'un État. Toute l'autorité, le pouvoir, il a un pouvoir exclusif de légiférer, d'administrer, de rendre justice, et ainsi de suite. Et la reconnaissance, donc bien entendu, un État, il est souverain lorsqu'il est reconnu par les autres États. Je ne parle pas de géopolitique dans d'autres parties du monde, je vous laisse extrapoler ce genre de choses. Alors cette notion-là, elle a été extrapolée dans la notion de cyberespace, dans plein d'autres disciplines. Par exemple, dans le monde de la sécurité informatique, quand vous êtes dans le cyberespace, qu'est-ce que la souveraineté? Et là, les frontières, c'est plus des frontières physiques qui sont les frontières d'un État, mais elles sont totalement recomposées. Alors par exemple, le pouvoir monétaire, totalement concurrencé par les crypto-monnaies. Voilà. Donc les États ne sont plus maîtres de leur monnaie, par exemple. Le pouvoir normatif, je reviendrai dessus, le Cloud Act, vous avez par exemple, pardon, excusez-moi, je suis en train de confondre avec le pouvoir juridictionnel, excusez-moi. Si vous prenez le Cloud Act, une réglementation d'un pays extérieur peut s'appliquer à vos activités internes. Donc ça va à l'encontre de l'indépendance. Le pouvoir normatif, ça a été dit tout à l'heure, on a des outils, des modèles qui s'appliquent à nous. À quel moment on a voté pour l'utilisation de ces outils dans nos pays? Non, ça nous a été imposé avec des normes. Des éléments un peu plus embêtants, le monopole de la conflictualité. Avant, quand 2 États se faisaient la guerre, on voyait à peu près ce qui se passait. Maintenant, on a la notion de guerre hybride. Un État est confronté à quelque chose d'autre. Alors ce quelque chose d'autre, ça peut être des groupes activistes, ça peut être des groupes, ce qu'on appelle APT. APT sont des éléments qui sont en lien avec d'autres États pour venir influencer un autre État, etc. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous avez aussi des notions d'ingérence pour venir empoisonner certains modèles de données. Donc il faut juste avoir conscience de ce genre de choses. Là, je fais référence à, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le regarder, l'audition du PDG de Mistralia, donc en mai 2026, donc à la commission d'enquête parlementaire sur la souveraineté numérique. Donc, je vais le citer sur 2 fois dans mon intervention. Donc, la souveraineté, c'est un sujet de levier, pas d'isolationnisme. Et il a mis en avant 4 leviers qu'il faut mettre en avant si on veut reconquérir un petit peu de souveraineté numérique. Donc, déjà, le faire. Donc, c'est-à-dire donner accès à des données de qualité, les produire, les stocker, les valoriser. Pour l'instant, les données, sauf cas particulier, on ne sait pas trop ce qui va dans les modèles. Faire, donc laisser soutenir des acteurs souverains,
donc qui peuvent composer des alternatives. Donc, par exemple, en France, on peut citer OVH Cloud, Scalway. Pour les modèles, on peut parler de Mistral, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, le modèle d'IA qui s'appelle EuroLLM. Voilà, donc si vous venez me voir cet après-midi, on en parlera, on pourra même l'installer. C'est un modèle open source qui s'est appuyé sur une mutualisation d'universités européennes où vous avez accès à tout. Vous avez la base d'apprentissage qui a été donnée à l'IA. L'IA est accessible en open parameter, etc. Donc là, tout est clair. Je ne dis pas que c'est explicable, ça c'est un autre concept, une autre problématique de l'apprentissage profond. Empêcher de faire, donc protéger des infrastructures critiques, les notions d'OIV par exemple en France, avec d'autres directives comme le NIS 2 en Europe. Et puis également refuser de faire, donc c'est de refuser les traitements non conformes. Donc vous avez, alors ça c'est, on peut le voir comme ça, un avantage de l'Europe. On a un pouvoir réglementaire assez fort entre le RGPD, le IA Act, le CADA, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc c'est le Cloud and IA, j'ai perdu la fin, Development, et j'ai perdu le dernier mot, c'est pas très bien, Act. Comme d'habitude, on finit toujours par Act. Donc ça date du 3 juillet 2026, donc c'était il y a 15 jours. Et du coup, est-ce que c'est clair pour tout le monde déjà ce que c'est la différence entre un règlement européen et une directive européenne? Vous voyez la grande différence? Le règlement européen, c'est l'outil politique ultime de l'Europe. Un règlement européen, ça s'applique dans tous les États membres tel quel. On n'a pas à y discuter, ça s'applique tel quel. Une directive européenne, c'est le cran en dessous, c'est voici une directive et chaque État doit le propager dans sa législation en l'adaptant, etc., etc. Donc vous n'avez pas la même notion de directive d'un pays à un autre. Par contre, un règlement, que vous soyez ici ou dans un autre pays de l'Union européenne, c'est exactement la même chose à la virgule près. Voilà. Donc quand l'Union européenne sort un règlement, c'est fort et ça s'adapte sur tous les pays membres. Le RGPD, c'est un règlement. L'IA Act, c'est un règlement. Le CADA, c'est un règlement. Voilà. C'est le top d'un point de vue politique en Europe. Pour l'instant, c'est notre façon de répondre aux géants du numérique. Du coup, l'idée... pardon, j'ai oublié d'avancer. Donc si on revient sur cette notion de souveraineté, et finalement, au-delà effectivement de ce que peut rendre une IA générative, c'est aussi de se poser la question, mais sur quel levier? On doit aussi avoir conscience sur quelle infrastructure ça tourne. Voilà. Sur quel serveur ça va tourner, qui est propriétaire des data centers, des réseaux. On pourrait même aller jusqu'aux semi-conducteurs, passage. Pour ceux qui le savent, actuellement, les entreprises qui travaillent dans le numérique, ils subissent une crise assez profonde. Là, si en ce moment vous voulez acheter de la RAM ou des serveurs, c'est des années d'attente. Voilà. Les géants du numérique ont préacheté quasiment toute la RAM du monde. Donc c'est très compliqué pour faire tourner ces data centers. Où sont les données? Où sont-elles stockées? Qui peut y avoir accès? Sous quelle juridiction? Voilà. Quand vous mettez quelque chose sur ChatGPT gratuit, est-ce que c'est la même chose que quand vous utilisez Copilot, si vous l'avez par exemple à Toulouse? Oui, non. Je vous laisse aller gratter les différents CGU, les conditions générales d'utilisation de tous ces éléments. Les algorithmes et les modèles. Voilà. Bien entendu, je ne reviendrai pas là-dessus. On en parle assez souvent, les biais, les limites, et comment on pourrait éventuellement les auditer. Alors, le rapport de force, il n'est pas en notre faveur. 15% du marché du cloud européen est détenu par les 3 hyperscalers américains, donc c'est Amazon, Microsoft et Google. Le 15% du cloud, excusez-moi, appartient à des Européens et les autres grands qui détiennent le reste, c'est les 3 hyperscalers américains dont je viens de vous parler. Point qu'il faut regarder, j'ai peut-être pas mis assez en avant, 29% du cloud européen était géré par des acteurs européens en 2017, on est à 15% en 2022. Alors je suis mauvais en maths, mais c'est une division à peu près par 2. Donc c'est juste pour vous montrer que le rapport de force n'est pas forcément notre faveur. Je vais le faire à l'envers. Donc
ce que je vous ai parlé tout à l'heure, le CADA, donc Cloud and IA Development Act, qui a été mis en lien donc, le 3 juin 2026, vise à ce que l'UE vise à tripler sa capacité de calcul cloud d'ici 2030. Voilà. C'est juste pour vous montrer un état des lieux de ce qui est en train de se passer. Donc, les réponses en construction, je vous en ai mis quelques-uns ici. Le cadre réglementaire, mais je reviendrai dessus juste après. Entre la RGPD, le IA Act, le CADA, etc. Le SecNum Cloud, qui sont des certifications de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est un organisme étatique français qui s'occupe, on va dire, de la cyberdéfense de nos organismes et qui a mis en place cette certification pour être sûr que avoir une notion de souveraineté numérique dès qu'on a des activités cloud, à savoir autant sur les infrastructures, mais aussi sur la réglementation qui s'applique dessus. On a des acteurs français donc, que j'ai déjà parlé, qui sont assez forts. Et puis, on a aussi différents outils très techniques, histoire de pouvoir commencer à mettre en place cette notion de souveraineté. Donc, vous avez donc Eurostack, qui est une initiative pour mettre en place toute une stack logicielle pour pouvoir faire tourner ce genre d'outils. Et à l'intérieur, vous avez un élément qui va essayer que tous les éléments puissent être interopérables entre des clouds. Alors si je reviens un petit peu dans l'enseignement supérieur, parce que là j'étais en train de m'enterrer techniquement et j'étais en train de vous perdre parce que vous avez faim. Si on revient dans le cadre de l'enseignement supérieur, on a quand même des données étudiantes. Alors je ne sais pas ce qui peut sortir de l'utilisation des IA. Alors je prends la posture d'un enseignant. Si j'utilise ce genre de choses, est-ce que je mets des notes, des notions sur l'orientation, peut-être comment gérer les handicaps, les problèmes de santé, etc. On peut imaginer tout ce qui peut sortir de nos périmètres. Et bien entendu, c'est sensible au RGPD. Un grand débat, la propriété intellectuelle. Quand vous mettez des éléments dans une base d'apprentissage, que devient la propriété intellectuelle? Voilà, ça je ne sais pas répondre. Si on regarde aussi nos activités de recherche, certains travaux peuvent fuir à travers ce genre d'outils. Je vais paraphraser, je sors un petit peu du contexte, je vais paraphraser une personne, parce que je ne sais pas si tout le monde travaille dans des écoles d'ingénieurs ici. Je pense qu'on est tous en train de vivre la même chose, les approches par compétences. Et je vais paraphraser Jacques Tardif, qui lors d'une dernière conférence avait dit quelque chose d'intéressant. Il avait dit « Les IA génératives n'est qu'un révélateur du dysfonctionnement de nos évaluations ». C'est un petit lien par rapport à tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avant, on ne se posait pas la question. On demandait à nos étudiants de faire des choses à la maison. Et on fermait un peu les yeux sur c'était maman, c'était son frère, son cousin, ou je ne sais trop qui faisait ce genre de travaux. On se prenait moins la tête à l'époque. Depuis qu'il y a les IA génératives, on se pose énormément de questions et je trouve ça sain. Ça remet la pédagogie dans nos activités. Et je vais le paraphraser, puisque je trouve que les IA génératives, c'est aussi un révélateur de nos dépendances numériques. Voilà. Je ne sais pas quels sont les outils que vous utilisez ici. Moi, dans mon établissement, on a le package Microsoft 365 avec le OneDrive comme cloud. Voilà. On ne s'était jamais posé la question de qu'est-ce que faisaient toutes les données qu'on mettait là-dessus. Voilà. Et je trouve que les IA génératives nous amènent à réfléchir à ce genre de choses. Au moins, c'est moi, je trouve un bon point. Je reviens sur l'audition du PDG de Mistral. J'avais trouvé une de ses phrases assez pertinente. Donc déjà pour lui, le cloud, c'est l'intelligence artificielle. Voilà. Juste 85% de l'activité cloud est liée aux IA actuellement. C'est pour ça qu'il disait ce genre de choses. Pour lui, il n'y avait pas de distinction. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et lui, il expliquait qu'on transforme des électrons en tokens. Donc les tokens, ça a été présenté tout à l'heure. Je ne reviendrai pas dessus. Et il voyait ça comme une ressource naturelle. Et je vous invite à aller voir son audition. C'était assez intéressant. Et il expliquait que l'intelligence générée par ces IA, il faut le voir comme de l'économie de l'énergie. Et on y participe gratuitement en amenant toutes les données pour alimenter ces tokens. Voilà. Alors après, il devient un petit peu pessimiste. C'est pas un anti-américain à la base, ce garçon. Il explique que là, actuellement, l'offre est monopolisée par les acteurs américains
Et on ne peut plus transformer des électrons en tokens et ça se joue maintenant. C'était un peu pour expliquer qu'il fallait appuyer ce type d'entreprise. Et que pour lui, il reste 2 ans avant de devenir ce qu'on appelle un État vassal. Donc c'est assez fort. Et si on n'arrive pas à se positionner assez rapidement, on dépendra totalement de ce genre d'acteurs étrangers. Je vais le passer ça assez rapidement puisque ça a déjà été présenté. Les enjeux éthiques de les données des modèles d'IA, donc les biais, les représentativités, les hallucinations. Les notions d'explicabilité, on avait parlé de propriété intellectuelle, et puis juste, je le note, l'empoisonnement de données. Donc c'est une menace qui existe, pas documentée, mais effectivement, quand vous discutez avec des gens de la défense, effectivement, vous avez des actions d'ingérence qui existent pour empoisonner ces modèles de données. Donc c'est très simple, ça a été expliqué tout à l'heure, pour alimenter ces données, on prend tout ce qui existe sur Internet. Il suffit de mettre ce qui nous va bien sur Internet et de façon un peu insidieuse, ça va venir alimenter ces modèles et donc générer encore des biais, mais là des biais un peu orientés. On explique peut-être, oui, ça sous-entend que les premiers l'étaient peut-être pas, mais j'ouvre pas le débat. Si je reviens un peu sur le cadre juridique, donc la RGPD, qui a une dizaine d'années de mémoire, si je compte bien. Si on applique donc une dizaine d'années, si vous regardez, c'était avant 2022, avant l'explosion de ChatGPT. Si on reprend quelques notions, normalement dans cette réglementation, il y a minimisation des données. Ça veut dire que la RGPD ne collecte que des données strictement nécessaires à un processus. Non, les LLM, ça mange tout de façon comme un ogre. La finalité, elle est déterminée. Les données qui sont collectées ne peuvent être utilisées pas pour un autre process. Vous voyez bien que c'est incohérent avec ce type d'utilisation. Donc je ne vais pas tous les faire, puisque c'est les différents points. Un que je trouve assez intéressant, c'est le droit à l'effacement. Vous savez, avec la RGPD, si vous avez des données à caractère personnel, vous avez la possibilité de demander à cet acteur de supprimer vos données. Si ces données personnelles ont alimenté un modèle, je vous le dis, c'est un verrou technologique, on ne sait pas supprimer cette action de ces données personnelles dans l'apprentissage d'un modèle. Ça, on ne sait pas faire. Voilà. Donc déjà, vous voyez qu'il y a une petite incohérence juridique. Juste un petit rappel historique. Les questions de transfert de données entre l'Union européenne et les États-Unis, c'est une histoire chaotique. Ça pourrait être une jolie série Netflix. Ça a commencé en 2015, après les révélations de Snowden. On a un citoyen autrichien, Max Schrems, qui a porté plainte contre Facebook pour l'utilisation de ses données. Il a gagné, alors je vous le fais simple, il a gagné, et ça a cassé le lien qu'il y avait entre les États-Unis et l'Europe sur l'échange de données qui s'appelait le Safe Harbor. Un nouveau a été mis en place. Il a fait rebelote 3 ans après, Max. Il a regagné. Et donc, en gros, ces éléments de transfert ont encore cassé. Actuellement, ce qui est dans la juridiction, c'est ce qu'on appelle le Data Privacy Framework, qui est le nouveau mécanisme d'adoption de transfert. L'idée de l'Europe, c'est « OK, on peut bien transférer des données si aux États-Unis, vous respectez au minimum les RGPD ». Juste pour info, les grands modèles d'IA doivent s'y être adaptés depuis un petit moment. Donc je pense que vous avez tous lu les CGU, quand vous les utilisez, normalement vous retrouvez ce genre de notions. C'est assez instable parce que, quoi qu'il arrive, vous avez le Cloud Act qui arrive dessus. Le système de surveillance américain qui fait que c'est anti-RGPD. Donc pour l'instant, c'est très fébrile et on pense qu'il risque d'avoir un Schrems 3 qui pourrait recasser encore ce système de transfert de données entre les États-Unis et l'Europe. Alors, tous ces éléments, c'est pour vous dire qu'on est sur des infrastructures. Il faut avoir ces notions pour faire des choix éclairés. Le IA Act, autre point important, je vais vous le faire assez simple, c'est un élément qui est complémentaire du RGPD dans la juridiction européenne. Elle est rentrée en vigueur il y a environ 2 ans.
Les premières interdictions sont apparues l'année dernière, en février 2025. Les obligations, alors GPAI, c'est General Purpose, donc c'est les modèles grand public, ChatGPT, Gemini, etc., etc. Leurs obligations sont appliquées depuis 1 an. Et normalement, l'application sur les notions qu'on appelle le haut risque, alors normalement, l'Union européenne a défini des choses dans l'IA Act. Il y a des choses qui sont interdites en Europe, voilà, qui existent dans d'autres pays, peut-être que vous connaissez. Mais par exemple, la notation sociale, la police prédictive, la biométrie temps réel, c'est interdit en Europe. Voilà. Juste en dessous, vous avez les activités dites de haut risque. Je vous laisse juste lire le dernier point. Tout ce qui est en lien avec l'éducation, l'évaluation, l'orientation, ça fait partie du niveau le plus haut acceptable en Europe. J'enlève le risque inacceptable. D'accord ? Au niveau du planning de déploiement d'IA Act, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, normalement, il faut appliquer les recommandations, c'est même plus que des recommandations, ce règlement, normalement, c'était le 2 août 2026. Donc pour les responsables de formation, etc. ici, bonnes vacances. Alors non, ça a été reporté de mémoire, je crois que c'est reporté à 1 an. Donc il vous reste 1 an pour mettre en place différentes choses. Alors qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place ? Ça a été expliqué tout à l'heure, mais on n'est pas dans un système sans contrôle. On a 1 an pour déployer et cartographier ces usages IA. Voilà. Si on utilise de l'IA dans un cadre éducatif, on est en haut risque. Donc je vous laisserai lire ce magnifique document de 8600 pages. Je ne sais pas combien on a de pages. Derrière, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un DPO dans vos établissements. C'est le référent de la protection des données. C'est le même qui respecte que la RGPD s'applique bien dans vos établissements. Et normalement, vous devrez avoir un référent IAC dans vos établissements pour être sûr que tout se passe bien. Il y a un vrai contrôle de un vrai contrôle. Il y a une vraie réglementation derrière ce genre de choses. Il faudra réaliser aussi ce qu'on appelle une analyse d'impact de la protection des données. Ça veut dire si les données fuitent, vous devez être capable d'analyser qu'est-ce qui va se passer, etc. Il faudra aussi expliquer le choix de l'architecture que vous avez réalisé pour mettre en place de l'IA avec vos étudiants. Voilà. Normalement, je savais que c'était le moment où j'allais voir vos visages se baisser. Mais on va passer à autre chose. Voilà. Et je termine par ce dernier point, et je vais essayer de terminer assez vite, sur les impacts énergétiques, un coût caché de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est des éléments que vous avez déjà vus, peut-être dans d'autres interventions. Là, je vous montre à peu près la consommation mondiale de l'utilisation de l'IA. Donc 2022, on était à 460. Il n'y a pas l'unité, c'est des térawattheures. Avec une progression qui est assez forte. Il faut juste se rendre compte qu'actuellement, c'est la consommation électrique nationale du Japon. Voilà. Si vous avez des ordres de grandeur, est-ce que vous avez une idée de combien produisent les centrales nucléaires en France par an ? C'est environ 400 térawattheures. Un petit 400 térawattheures. Voilà. C'est juste en 2022, si vous preniez toutes les centrales nucléaires françaises, ça alimentait l'IA mondiale. Ben là, on n'y arrive plus au passage. RTE en France anticipe de la production électrique pour ce genre de choses. Donc actuellement, ils anticipent 15 à 20 TWh de consommation des data centers d'ici 2030, soit une augmentation de 4% de la consommation nationale. C'est pareil, c'est pour les ordres de grandeur. Alors, on ne produit pas que par des centrales nucléaires, mais en grande partie, voilà, actuellement, c'est 400 TWh de centrales nucléaires. 20 seront juste pour l'IA. Ça, je ne vais pas vous le détailler parce que j'ai plus le temps. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? J'avais essayé d'extraire différents éléments. Alors si vous regardez, il n'y a aucune cohérence, parce que tous ces éléments, lorsque ces géants du numérique essayent de publier ce genre de choses, c'est pas la même chose. Il y en a certains, ce n'est que de l'inférence, d'autres, ils mettent un bout d'apprentissage, d'autres, ils mettent le cycle de vie du système, et ainsi de suite. C'est très compliqué à voir.
Mais on commence à avoir des outils. Pour ceux qui viendront cet après-midi, je vous montrerai. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le site Comparia. Ouais, Comparia est basé sur une méthodologie de calcul qui s'appelle Ecologit, qui a été mis en place par une association dont la méthodologie est très très intéressante et que moi j'utilise. Alors du coup, est-ce qu'il faut faire du cloud ou est-ce qu'il faut déployer des IA en local ? Ça dépend. C'est pas aussi simple que ça. Si on a énormément d'utilisation, la mutualisation de ressources dans le cloud peut être intéressant. Si par contre vous vous intéressez à la protection de vos données privées, il vaut mieux peut-être travailler plus en local. Et puis ça dépend aussi de designer le bon modèle. C'est-à-dire que si vous avez des activités un petit peu bas au niveau de l'échelle de Bloom, par exemple, ou d'un point de vue cognitif, je vous assure, pour ceux qui feront l'atelier cet après-midi, sur des modèles très simples qui tournent sur vos machines, on fait déjà énormément de trucs. C'est ce que je vous ai expliqué. On n'achète pas son pain avec un smirmorque. On y va en vélo et ça se passe bien. Et du coup, derrière, on a aussi une consommation énergétique qui est intéressante. Donc la réponse, elle n'est pas binaire et elle doit choisir. Par rapport à ce qui a été cité tout à l'heure, je ne l'ai pas vu, mais la fédération ILAS est aussi très intéressante. C'est une fédération qui est une mutualisation d'universités françaises pour mettre dans un pot commun soit du matériel, soit des RH, pour avoir une IA souveraine, académique. D'accord ? C'est-à-dire que sur la partie techno, on s'appuie sur ce qui a été noté tout à l'heure, c'est le RAG à Rennes, puisque l'université de Rennes est un peu en avance là-dessus. Mais toute université peut participer à ce genre de choses. Je ne me suis pas renseigné pour Toulouse. Moi, je sais que l'université de Clermont-Auvergne a candidaté sur la phase 2 et nous, on fera partie de cette fédération. Donc, ce qui a été dit, ce que je vais résumer là, c'est bien entendu, il faut aussi réfléchir, et là, on revient sur la pédagogie. Bien entendu, si on utilise des IA, pourquoi ? Dans un scénario pédagogique, ça a un intérêt, sûrement de façon progressive. Il ne faut pas non plus qu'on donne des IA pour du délestage cognitif pour nos étudiants, puisque c'est le premier truc qu'ils font. Le fait d'avoir des IA en local, ça permet d'avoir la main dessus, de contrôler plein de choses, de loguer ce qu'ils font, de comprendre quelles sont leurs vraies interrogations pédagogiques, peut-être de leur faire un retour sur leur impact énergétique, par exemple. Et là, on peut ouvrir beaucoup de portes que les outils grands modèles ne nous donnent pas. Faire de la sobriété d'usage, on peut utiliser des modèles qu'on appelle quantifiés ou distillés. C'est-à-dire qu'on prend des gros modèles. Pour ceux qui sont de l'informatique, au lieu d'avoir des points en 32 bits, on a sur des points en 8 bits. Et si vous êtes fort en maths, on divise par 4 la taille du modèle, sûrement par 4 le temps d'inférence et sûrement par 4 la consommation, mais sûrement à vérifier. Mais en tout cas, ça diminue. Donc, un point peut-être de décision, un tableau de décision. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser une forme cloud ou une forme locale ? Ça dépend de différents points. Je ne vais pas tout noter. Alors, pour faire tourner une IA en local, élément que je n'ai pas précisé, mais il faut quand même venir avec de l'expertise. Alors, si vous n'êtes pas avec des ingénieurs de développement IA, si vous n'avez pas du matériel, si vous n'avez pas des gens pour faire du MLOps, ça va être compliqué. C'est vrai que prendre une utilisation sur le cloud, c'est beaucoup plus facile et gratuit. Voilà, donc, si je reviens sur le point de départ, l'esprit critique, c'est intéressant, mais j'ai voulu décaler un tout petit peu le curseur, parce qu'avant peut-être de réfléchir à l'esprit critique de nos étudiants, c'est peut-être aussi de déployer la nôtre. Parce que là, peut-être qu'on va utiliser ce type d'outils dans nos scénarios pédagogiques. Faut-il encore que nous, on le fasse de façon éclairée ? Et ça sera d'autant plus intéressant pour montrer de façon éclairée à nos étudiants ce que sont ces IA, entre autres, et ces IA génératives. Donc moi, je vous invite vraiment à aller gratter ces différents éléments. Donc tout ce que j'ai pu vous présenter, bien entendu, tout est sourcé. Je ne vous l'ai pas mis sur les diapos parce que personne ne lit les refs en bas. Donc à gauche, vous pouvez récupérer l'ensemble des ressources que j'ai utilisées pour ma présentation. Et si vous voulez une trace des diapos, vous pouvez la récupérer à droite également. Et je vous remercie. Je finis avec 5 minutes d'avance. Ça va récupérer l'heure de retard. Merci.